Alors bonjour à tous. Est-ce que je pourrais avoir quelques personnes qui me confirment que on m'entend bien? Bonjour à tout le monde sur le chat. Tout est OK? Parfait. Parfait, parfait. Moi, je pense, de toute façon, on a déjà fait des répétitions, ça devrait être bon. Bonjour à tous. Du coup, mon nom c'est Jimmy Pelé. Moi, je travaille pour la société Tranquillité. On est, euh, On est donc la société éditrice de WAPT, donc on va présenter comme thème principal la version 1.8, mais on va revoir tous les points ensemble sur le fonctionnement de WAPT. Ok, tout a l'air ok, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que WAPT en premier lieu? Alors, WAPT, c'est un outil d'administrateur système principalement qui va vous permettre de gérer tout votre parc informatique, que ce soit au niveau de l'installation de logiciels, configuration de paramétrage quelconque sur tout votre parc informatique, que ce soit Windows et là on est vraiment à les prémices Linux, macOS, et c'est ce dont on va voir principalement aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir commencer, je pense, directement dans la démonstration du fonctionnement de WAPT. Alors, on se retrouve donc dans la console WAPT. On retrouve ici notre vue sur nos postes clients. Donc ça, c'est notre infrastructure. On trouve les clients de notre parc. Ici, on a par exemple un client de démo Windows 10, notre client 1, client 2 Windows 7, etc., etc. Debian, notre serveur de management qui est la machine sur laquelle je me trouve, qui me permet de gérer tout mon parc informatique grâce à WAPT. Donc, en premier lieu, on va voir pour le déploiement d'une application basique. Pour ce faire, c'est très simple. Là, on a évidemment déployé notre serveur WAPT. On se trouve sur la console qui est l'interface qu'on a avec notre serveur WAPT. Dessus, on a donc notre dépôt privé où on va retrouver tous nos paquets logiciels ou de configuration. Réglages, auditing pour faire du reporting précis sur toutes nos machines clientes. Donc on va voir pour, comme on a dit, déployer une application. Ce qu'on peut faire, c'est dans le dépôt privé importer depuis Internet, depuis notre store, on vous fournit un catalogue très complet d'applications. Donc on va faire un exemple très simple, à savoir Naps 2. On recherche Naps, on peut préciser notre langue, etc. Hein, français, 64 bits pour la démonstration, et ça va nous remonter directement ce qu'on a présélectionné. Donc de toute façon, le store, vous l'avez par défaut, donc vous n'êtes pas perdu à l'installation de votre serveur WAPT. On va donc importer le paquet, on a des options d'importation si on veut mettre en place un processus de validation avec une maturité de paquet, dev, prod, pré-prod, etc. Là, en l'occurrence, je connais le paquet, on peut directement le mettre en prod pour l'exemple. On valide l'importation en cliquant sur importer, je valide, ça télécharge, ça me confirme l'import, on retrouve bien notre paquet ici qui a été signé, qui a bien été signé. Ah, pour le coup, je l'avais déjà importé, donc il ne me l'a pas réimporté. Mais du coup, on a notre paquet. Comment déployer un paquet une fois téléchargé? On a donc notre infrastructure ici. Grâce à on est sur WAPT Enterprise, hein, pour le coup, pour la démonstration. Ce qui nous permet d'avoir une vue de nos OU. Ce qu'on peut faire, c'est créer des OU en fonction de
créer des groupes de paquets en fonction de nos OU. Donc là, si on prend l'OU Computers, qui va être nos clients, moi j'ai ajouté un package, pour l'exemple, un groupe de paquets package client. Dessus, je vais positionner mon paquet qu'on vient de télécharger, naps2. Je l'ajoute en tant que dépendance, ce qui veut donc dire que mes clients qui font partie du groupe, qui ont bien le package, le groupe package client, ils auront besoin d'installer donc naps2. Ils auront l'information qu'ils doivent installer naps2. Donc on va faire l'exemple avec notre client Windows 10. Je vais lui demander de rechercher les mises à jour en cliquant sur vérifier les mises à jour et en sélectionnant mon client. On voit apparaître directement dans l'onglet récapitulatif de notre client que la naps2 est en attente d'installation. Ici on voit le petit plus, ça veut dire qu'on va avoir une mise à jour du groupe de paquets package client qui a l'information d'installer naps2 en dépendance. On peut faire un petit tour rapide sur nos onglets récapitulatifs de nos clients. On va avoir un inventaire matériel qui nous permet de récupérer l'information sur la mémoire affectée à notre machine, les logiciels installés, sachant que par exemple l'inventaire logiciel ne va pas forcément remonter que les paquets WAPT, et là vous allez avoir tous les logiciels de votre client. Ici vous avez un visuel qu'on va voir plus précisément tout à l'heure, les mises à jour Windows, et là on a les tâches sur ce qui est fait sur la machine. Donc là on a mis notre paquet naps2 en attente. À savoir que quand vous vérifiez les mises à jour et que le paquet est en attente, pour pas interrompre le travail de l'utilisateur, à l'arrêt de son poste, il aura directement une proposition d'installation des paquets que vous avez mis en attente pour que à chaque arrêt de sa machine, il puisse installer tranquillement les paquets, qu'il n'y ait pas d'interruption et qu'il n'y ait pas le moins de plantage possible, etc. Donc on va forcer l'installation du paquet sur notre machine. Si on actualise, on va se mettre en vue client. Là, on va voir notre client en haut à gauche. Si je rafraîchis ma console, on voit que le paquet naps2 s'est installé. Si je m'en vais sur mon client 1, on va pouvoir voir l'installation du paquet naps2 qui a bien été ajouté. On a notre applicatif ici. On peut ensuite, pour le test, le désinstaller pour voir que ça fonctionne bien. Si on retourne dans nos groupes de paquets, on peut le faire directement, individuellement par machine, modifier la machine, dire que j'interdis le paquet naps2 pour forcer la désinstallation. Donc c'est possible individuellement, mais c'est plus... Pour la gestion de votre parc informatique, ça sera beaucoup plus simple de passer par des groupes de paquets. À savoir, comme on l'a fait tout à l'heure, le package client, on part dans les paquets interdits, on rajoute naps2, on enregistre. Comme tout à l'heure, il va voir qu'il y a une mise à jour en attente. Et là, il nous met un petit sens interdit qui veut dire que naps2 est à enlever, puisqu'on l'a passé en paquet interdit. Donc là, pareil, si j'arrête la machine, il va proposer la mise à jour, etc. Et je peux également forcer directement la désinstallation en lançant les installations. Et j'actualise, c'est en train de désinstaller, on le voit ici. Done, il nous dit que c'est bon. Il vérifie que tout est OK. Et si on retourne sur notre machine client, on a bien naps2 qui a disparu, il s'est bien désinstallé. Voilà, concrètement, après on peut faire toute application, on peut faire du Microsoft Office, on peut faire tout ce que vous voulez, des configurations de activer RDP, désactiver RDP, SMB1, etc., etc. Vous pourrez aller voir directement notre store, ce qu'on propose, mais vous-même vous pourrez développer vos paquets de votre côté également. Voilà, je vais regarder si vous avez des questions par rapport à ça. Non? On va pouvoir passer à la suite. Donc, grâce à WAPT Enterprise, vous allez avoir l'onglet mise à jour. Donc, l'onglet mise à jour,
vous allez donc sur votre infrastructure, une fois que vous avez installé l'agent Enterprise, vous aurez de quoi télécharger donc en premier lieu le SMB, le SCN de cab, qui va vous permettre d'avoir un inventaire des mises à jour Windows à installer sur votre machine. Donc ce qu'il va faire, c'est que une fois que vous avez installé l'agent, vous allez faire un scan en premier lieu de vos mises à jour. Donc vous lancez sur un client, par exemple, mon client Windows 10, la recherche des mises à jour à appliquer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer donc, le fichier qu'on a vu tout à l'heure, le câble fourni par Microsoft, pour savoir les mises à jour qui doivent être installées sur notre client. L'inventaire va remonter sur notre serveur. Ici, on peut le voir. Et ensuite, on va pouvoir créer des règles de mise à jour. Donc, si par exemple, on va pouvoir delete ce test. Si je crée un nouvel ensemble de mise à jour WSUS test, une fois que j'ai fait le scan, de toute façon, il va me remonter uniquement les mises à jour dont mon parc a besoin. Attendez, j'ai mal cliqué. On va modifier. Alors, je vais en nommer un autre, ça sera plus simple parce que là, j'en avais déjà créé un. Test 2. Donc, si par exemple, vous voulez installer les mises à jour Windows 7, faire une règle pour WSUS Windows 7. Test. On va dire par exemple que vous voulez autoriser toutes les mises à jour pré-2020. Donc vous allez dire autoriser les mises à jour. Et si par exemple vous avez peur des dernières mises à jour, vous voulez être sûr qu'elles soient fonctionnelles avec des retours utilisateurs, etc. Vous allez dire par exemple interdire les mises à jour post-2020. Ce qui va permettre à votre client d'être au courant qu'il ne doit pas installer et qu'il doit même désinstaller les mises à jour. Ça fonctionne de la même manière qu'un WSUS de toute façon. Dès que vous refusez, vous interdisez des mises à jour, il va les désinstaller si jamais elles sont déjà installées. Ça vous permet vraiment de gérer tout ça au mieux. Donc là on a autorisé toutes les mises à jour, etc. On a fait notre règle. On va pouvoir poser comme tout à l'heure, comme le groupe de paquets, notre paquet de règles. Donc si on modifie notre client tout à l'heure, bon là pour le coup c'est Windows 10 donc ça va pas aller. On va prendre notre client Windows 7, on va lui poser les règles WSUS Windows 7 de test. On va mettre à jour comme tout à l'heure. Voilà, il est au courant qu'il doit télécharger les règles de test, les règles d'installation de mise à jour. Il connaît maintenant les mises à jour qu'il doit installer, etc. Et là, vous pouvez lancer l'installation des mises à jour. Il va donc faire, par rapport aux règles qu'on a mis tout à l'heure, installer celles qu'on a autorisées et désinstaller celles qu'on a refusées. Et là, on a un visuel des mises à jour qui sont installées, des mises à jour qui sont en attente et des mises à jour qui sont refusées. Bon, là, pour que ça se mette à jour, il faudrait lancer l'installation, mais c'est très long. On va pas lancer l'installation et la désinstallation des mises à jour refusées. Donc ça, c'est bon pour la partie mise à jour Windows. Pareil, est-ce qu'on a des questions? Pas désinstaller les mises à jour déjà installées via WAPT. C'est une bonne question. Là, il faudrait que mes collègues confirment ça. Pour moi, à première vue, c'est faisable. Voilà, donc de toute façon, Simon pourra répondre là, par rapport à ça. On va voir maintenant la vue reporting. Donc, j'ai préparé deux reporting exemples. Donc, le fonctionnement de la vue reporting, ça vous permet de faire des requêtes SQL sur votre parc informatique et de faire des statistiques. Donc, par exemple, si on veut lister nos OS qu'on dispose sur notre parc, on peut faire récupérer. Soit vous pouvez la définir vous-même, soit récupérer nos exemples qu'on a sur le forum Tranquillité. Vous pouvez ensuite donc la définir, l'enregistrer et ensuite on peut l'exécuter.
Donc là, on va voir dans notre tour que sur notre parc informatique, on dispose d'un Windows Server 2019 standard, un Windows 10 Pro, etc., etc., et 2 Debian. Et ensuite, par rapport à ces informations, vous allez pouvoir les exporter format CSV. Là, j'ai pas de tableur d'installer, ça vous ouvre votre tableur par défaut. Et ensuite, vous pourrez faire vos statistiques chez vous. Voilà. Donc là, on a fait le tour de ça. Il nous reste le self-service. Donc je vais vous montrer le fonctionnement rapidement du self-service. On est de retour sur notre client. Là, on se retrouve sur une session, sur un poste client en tant qu'utilisateur. Et grâce au self-service, vous allez pouvoir proposer un catalogue d'applications installables par l'utilisateur lui-même, ce qui évitera donc de générer des demandes d'installation de logiciels s'ils sont préapprouvés. Donc là, on va lancer le self-service qui est préinstallé à l'installation de l'agent. On le lance. Votre utilisateur, il tapera donc son identifiant Active Directory. On se retrouve ensuite sur la vue WAPT Self-Service. Et à partir d'ici, notre utilisateur, il aura un catalogue défini qu'on va voir juste après pour définir les règles. Et il aura la main pour installer des applications. Donc là, en l'occurrence, on va tester avec Notepad++. L'utilisateur donc peut installer Notepad++. Via la barre des tâches, on peut avoir un récapitulatif de ce qui se passe. Là, on voit que l'installation de Notepad++ s'est bien effectuée et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc si on regarde sur notre poste client, on voit apparaître donc l'application Notepad++ qui s'est bien installée. À savoir que l'application, malgré que l'utilisateur soit utilisateur local, l'application s'installe en tant qu'administrateur puisque c'est WAPT qui va faire l'action en amont. C'est notre serveur WAPT qui fait l'action. Voilà, donc ça c'est notre vue client. Si on veut rajouter des applications dans le catalogue utilisateur, on va pouvoir retourner sur notre console d'administration. Ici, on va avoir notre paquet de règles. Donc on peut créer un paquet de règles. Là, moi, je vais éditer directement mon paquet de règles en double-cliquant dessus. Vous définissez le nom de votre paquet de règles. Et là, ensuite, vous allez directement pouvoir définir en fonction de votre groupe Active Directory les règles de vos utilisateurs. Donc, par exemple, mon utilisateur qu'on a vu juste avant, il fait partie du groupe communication. Donc, si par exemple, je veux lui dire qu'il aura dès à présent le droit d'installer par lui-même NAPS2, je rajoute dans les paquets autorisés NAPS2. Au niveau de mon groupe communication, j'enregistre. Notre paquet self-service est passé en version 8. Si je vais sur mon client, pareil, je mets à jour la liste des paquets. Je retourne dans ma vue récapitulative. Et je peux voir qu'il y a la mise à jour, comme tout à l'heure, la mise à jour du paquet de règles. On force l'installation. On actualise, c'est en train de s'installer. Et ça a bien été installé. Voilà. Là, quand on a un done, comme ça, c'est que tout est OK. Ensuite, on va retourner sur notre client. Le client, entre-temps, sa demande a été traitée. Il va pouvoir relancer son agent self-service. On arrive sur la vue self-service comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on a l'onglet NAPS2. On a l'applicatif NAPS2 qu'on a rajouté dans les règles. Et là, l'utilisateur, s'il veut savoir exactement ce que c'est, il a une petite description. Et ça correspond directement à ce que vous avez renseigné dans le fichier contrôle. Voilà, il peut réduire. Donc là, pareil, il pourrait installer, sachant qu'on l'a désinstallé tout à l'heure, il pourrait très bien l'installer. Ça, c'est bon. On va pouvoir... Ça, c'est le récapitulatif. Donc, on a terminé le récapitulatif de la version actuelle 1.7 de WAPT. Est-ce qu'on a également des questions? Je vais reprendre. C'est OK? Une question de Laurent. De Laurent.
Tac, 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 sur le même réseau ou en VPN. Peut-on gérer des postes clients à travers Internet ou faut-il qu'ils soient sur le même réseau ou en VPN? Alors ça, c'est une question dont j'ai prévu de répondre. Est-ce que... que j'ai prévu de répondre à la FAQ à la fin du webinaire. Je pense qu'on peut envoyer le lien. On peut faire ça, du coup, c'est possible. Vous pouvez très bien... vous pouvez faire les deux, en fait. C'est un peu plus complexe, donc, de donner accès à votre client itinérant, de donner accès depuis Internet, mais c'est faisable. On va pouvoir envoyer le lien si vous voulez sur le chat pour la procédure. Mais sinon, via VPN, ça sera beaucoup plus simple. Vous aurez quasiment instantanément accès à WAPT puisqu'il pourra directement communiquer avec lui sans restriction. Sans restriction Internet. Ok, on va pouvoir passer donc aux nouveautés 1.8. Qu'est-ce que... On va pouvoir passer sur la vue caméra. Pardon. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Donc dans la version 1.8, on va pouvoir gérer dès à présent les agents Linux et également les agents, nos clients macOS. À savoir que la version macOS est en version bêta. Là, on va vous présenter le fonctionnement sous Linux, mais à savoir que le fonctionnement reste équivalent, voire même presque identique pour macOS. Donc je ne vais pas vous présenter dans la démonstration l'installation d'un paquet par exemple sur macOS, mais on va voir ça sur Linux sans problème. Ensuite, on verra donc la gestion des dépôts distants, ce qui est la grande nouveauté de la version 1.8. Et voilà, petite précision, le self-service n'est pas disponible, en tout cas pour le moment, sur Linux. Idem pour Mac. Et l'interaction depuis la console n'est que pour le moment qu'éditée sur Windows également. Ok, donc pour le déploiement de paquets sur Debian, le fonctionnement il reste identique. La seule différence, ça sera au niveau du développement du paquet. Ça sera juste le code. Le code va différer évidemment. On va retrouver je ne vais pas vous présenter le développement de paquets dans cette présentation, mais concrètement, la seule différence qu'il y aura, c'est qu'au niveau du target OS, vous allez préciser macOS ou... pardon. Je ne vous ai pas montré. On est là-dessus. La seule différence entre macOS et Windows et Linux, etc., ça va être au niveau de la création du paquet. Vous allez préciser que votre target OS sera sur Linux, macOS ou Windows. En l'occurrence Linux. Ce sera concrètement la différence et le code qui va varier évidemment au niveau de l'install, des installs, etc. Ok, donc si on reprend un client donc Linux, on va pouvoir se connecter dessus. Si on reprend notre client, par exemple, il n'a pas Visual Studio d'installer. On a préparé donc dans notre dépôt un paquet VS Code. Voilà, VS Code, on l'aura nommé Debian pour des raisons, pour simplifier la vue, mais vous pouvez très bien le nommer le même nom que vos paquets Windows, etc. Puisque, comme on l'a vu juste avant, WAPT différenciera par rapport à la Target OS, différenciera bien. Ah, je crois que j'ai encore raté la scène. Notre WAPT différenciera bien l'OS grâce à Target OS. Donc même si vous nommez de la même façon les paquets, au même titre que les architectures, il différenciera macOS, Linux et Windows, etc. Donc si on va sur notre client, on peut voir que sur notre client, je crois que j'ai mis la dépendance. Ouais, c'est pour ça qu'il doit déployer la dépendance.
Si je remets à jour, on va pouvoir directement depuis notre client, c'est soit depuis la console, soit un invite de commande. Comme je ne vous ai pas montré l'invite de commande, je peux vous le montrer ici. On peut faire le wapt get update au même titre que sur Windows, et on peut faire un wapt get install. On a dit tis VS Code Debian, et l'installation de VS Code va se faire. Ce qu'on vient de faire, ça équivaut à mettre à jour et lancer l'installation. Donc là, on peut le voir que l'installation, ça remonte directement dans notre console, que l'installation s'est bien passée. Si on relance la vérification et l'installation, il va mettre à jour le paquet, notre vue, on est bon. Tout se met en vert, il a compris que l'installation s'est bien effectuée. Et on va pouvoir lancer Visual... Ah, pardon. Excusez-moi avec la scène. Donc là, si on est sur notre client, on voit bien que Visual Studio c'est bien installé. Visual Studio Code. À savoir que pour le moment, c'est pas 100% fonctionnel, mais on pourra très rapidement développer directement sous Debian si c'est souhaité. On peut le voir ici, j'ai un paquet wapt. Et ici, on a les fonctions wapt install, remove, etc. build upload qui correspondent au même que sur notre machine de développement Windows. Voilà. Est-ce qu'on a des questions sur l'agent Linux? Je vais regarder ça. On voit pas. pardon. Si vous voulez ouvrir sur votre serveur wapt sur Internet, wapt peut-être mis en DMZ. Dans ce cas, active. Ah, c'était la réponse de Kevin. Autant pour moi. Il n'y a pas d'inventaire matériel, ressources des postes clients. Si, je l'ai montré tout à l'heure. Est-ce que j'ai raté des questions? Je vais le remontrer rapidement. Tac. L'inventaire matériel, on l'a ici. On l'a également sous Debian. Bon, il est moins au point que sur Windows, évidemment. Là, je vous avais montré la vue. Par exemple, on peut voir le nombre de la RAM qui va être disponible sur notre machine. J'ai un autre exemple, TISC. Après, ça reste un JSON. À vous de pouvoir récupérer les informations. Vous voyez le système name, etc. Et on a un inventaire logiciel également qui va vous remonter tous les logiciels installés sur votre machine, à savoir même les logiciels qui ne sont pas forcément déployés via wapt. Voilà. Automatique avec choix de nombre. Qui préfère depuis la console. C'est quelque chose qui est envisageable, oui, totalement. Je fais tous les 2 heures. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? Non. Ça c'est ok. Donc on a vu l'agent Linux. On va pouvoir voir les dépôts distants. Donc les dépôts distants, c'est quelque chose qui a déjà existé dans wapt. À savoir via la fonction syncsin ou rsync. Donc c'est quelque chose qui est en régression. On passe sous la nouvelle méthode que je vais vous présenter juste après, qui permet donc de transformer vos agents, donc Linux, Mac ou même Windows, en tant que dépôt distant. Donc ça pourra très bien être un poste utilisateur, un serveur, ce que vous voulez. Voilà. Là en l'occurrence, moi j'ai pris un serveur, j'ai créé un serveur Debian, donc sans interface graphique. Ça aurait très bien pu être un Debian avec interface graphique ou un Windows 7 Pro, ce que vous voulez.
tant que, à partir du moment où vous avez l'agent installé, vous avez la possibilité de déployer, de le définir en tant que dépôt distant. Donc l'avantage, hein, c'est évidemment de gérer si vous avez des sites distants, de pouvoir alléger la bande passante que l'installation des paquets, etc. Génère sur votre trafic réseau interne ou réseau internet. Voilà. À savoir que pour le déploiement pour le fonctionnement, vous allez dépendre de 2 paquets. Donc ça, c'est les paquets que vous pouvez retrouver sur notre store. C'est le Remote Repo NGINX qui va donc installer et configurer un serveur NGINX sur votre agent, qui va permettre de le définir en tant que, qui va lui donner les dépendances nécessaires au fonctionnement en tant que repo distant. Et le fichier conf, il y aura un paquet conf en tant que dépendance qui active la fonction repo distant. Ok, donc tout ça, vous pouvez le retrouver donc, dans la description de la vidéo. Vous allez avoir la documentation pour déployer l'agent Linux. On ne le voit pas en détail, donc vous avez la documentation qui vous permet d'installer l'agent Linux, de le configurer. C'est très rapide, hein, c'est en 3 commandes et en un fichier de conf, c'est opérationnel. Il faudra activer le dépôt distant au niveau de votre serveur, pour que vous puissiez définir des repos et qu'ils soient fonctionnels. Donc il y aura une configuration au niveau de votre repo distant et au niveau de votre serveur. Bon, serveur concrètement, vous mettez activer, vous mettez une option true sur l'activation des repos distants. Donc ici, on voit notre repo distant, c'est srv apt repo london.demo. Donc qui est sur le sous-réseau 6621. Je peux rapidement vous montrer à quoi il ressemble. Là, on est sur notre client. Concrètement, il faut configurer opt ou apt get ini. Ici, vous avez la configuration de notre agent. Ça, c'est la partie configuration agent. Donc, vous définissez l'URL de votre serveur, le dépôt, les certificats, etc. Et ici, on a la partie activation de repo distant. Donc, lui, étant donné qu'on l'a défini en tant que dépôt, on a mis l'option true dans repo sync. Voilà, concrètement, tout ce qu'il y a à savoir au niveau de la configuration. Ensuite, le reste peut se faire depuis la console. Donc, une fois qu'on a configuré ce que je viens de vous montrer, on peut créer l'index et le mettre à jour. À ce niveau-là, il va directement se synchroniser en fonction des règles qu'on aura définies ici. Je vais supprimer cette règle que je vais vous présenter. Si on crée une règle de dépôt, donc j'ai pas précisé, mais quand vous créez le repo, il apparaît ici, hein. Vous l'actualisez, vous faites les synchronisations. On crée une règle, par exemple, si on veut baser IP range, si on veut baser la synchronisation avec le repo qu'on a défini à Londres, on peut se baser sur l'IP du sous-réseau, ou on peut aussi se baser sur le site que vous avez défini dans vos sites and services Active Directory. Donc là, étant donné qu'on est sur une infrastructure de démo, c'est pas forcément configuré comme un site, comme votre site vous auriez très bien configuré évidemment vos sites et services. Donc on aurait pu sélectionner Paris, je l'ai défini juste au-dessus, mais là pour l'exemple on va se baser sur l'IP, ça sera plus sûr, plus parlant. Donc on va définir le sous-réseau, donc à savoir la condition c'est que pour tous nos agents, donc nos clients dans notre console, qui sont sur le sous-réseau 66.0, SH24,
ils devront pointer sur le repo qu'on a créé. Et ici, on peut définir le type de paquets qui sont synchronisés. Donc, est-ce qu'on synchronise uniquement les paquets logiciels sur nos paquets WAPT sur notre repo, ou est-ce qu'on synchronise également les mises à jour? On peut aussi synchroniser les paquets machines, à savoir que les paquets machines sont très légers. Je ne vous conseille pas forcément d'activer cette option. Voilà, la règle c'est bien créé. Si on actualise, il nous dit qu'il faut sauvegarder. On sauvegarde les règles. Une fois que c'est sauvegardé, on va pouvoir directement voir dans notre console. Si on prend, on va fermer ça, on voit que notre client Windows, il est dans le sous-réseau 66. Donc si on fait vérifier les mises à jour et installer les mises à jour, soyons fous, on peut voir ici que notre client 2, il va se synchroniser ici là, dans la vue dépôt. Si vous ne voyez pas la vue dépôt, vous pouvez très bien l'activer ici. Dépôt, on ajoute la vue et on voit bien que notre dépôt, notre client 2 qui se trouve sur le sous-réseau 66 est bien synchronisé avec le repo de Londres. Voilà, donc maintenant toutes les mises à jour se feront en premier lieu vers ce dépôt, et si jamais il n'arrive pas à contacter, après c'est des règles à définir. On peut être beaucoup plus fin au niveau de l'agent. Par exemple, au niveau des règles de l'agent du repo distant, on pourra lui dire d'effectuer uniquement les synchronisations après 21h, entre 21h et 5h du matin, ce qui peut éviter une saturation de la bande passante si jamais vous avez un petit lien internet, et donc être sûr que la synchronisation se fasse hors production. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des repos distants. Est-ce qu'on a des questions? Le temps de la transition sur cette nouvelle gestion de dépôt, est-ce que les agents 1.8 supportera toujours la recherche des dépôts par DNS? Alors c'est une très bonne question parce que j'ai très peu travaillé. Non. On a déjà répondu. Ah pardon, autant pour moi, ça a été répondu. Chose que j'ai pas précisé, autant pour moi. Il faut. Alors le repo distant va fonctionner en DHCP, mais il est préférable de passer par une IP fixe évidemment. Et il faudra définir évidemment son entrée DNS. Donc là on retrouve ici mon entrée DNS. Voilà, après c'est plus dans le technique, c'est documenté de toute façon. On va repasser en vue caméra. Faut-il resynchroniser tous les packages sur ce nouveau dépôt? Après c'est vous qui définissez les règles comme on l'a vu juste avant. Mais il se synchronise automatiquement hein, une fois que tout est défini, que la synchronisation se fait bien. Vous aurez la vue. Je vais remettre la vue ici. Vous aurez ici le statut de synchro, etc. Et vous verrez l'avancement aussi de la synchronisation au niveau des pourcentages, au niveau du téléchargement des paquets sur le repo. Fréquence de synchronisation, ouais, voilà, c'est défini, je pense que ça a dû être répondu. C'est manuel et automatique. C'est automatique. Alors, si vous mettez pas de règles, là, en l'occurrence, j'ai pas mis de règles, la synchro, elle est permanente. Donc, dès qu'il y a un nouveau paquet, bim, il va le télécharger de son côté. Mais comme on l'a vu tout à l'heure avec les règles, vous pouvez définir des plages horaires, etc. Et vous pouvez même définir, je vais pas préciser, mais un débit. Donc, si vous voulez que ça synchronise uniquement à 4 mégas, vous pouvez très bien le définir dans les règles. Lors d'un redémarrage Windows, même avec Fastboot actif, le WAPT existe va bien s'exécuter. Fastboot actif, oui, totalement, oui. Totalement, il va s'exécuter. Et là, on couper à l'installation de l'agent WAPT. Non, je pense. Non. Parce que le fastboot, c'est dans le sens inverse. Le WAPT exit, c'est à l'arrêt de la machine. Le fastboot, c'est au démarrage de la machine. Pour moi, il n'y a pas de lien.
Ça veut dire que l'agent contacte toujours la console centrale pour récupérer les infos d'installation et récupère les paquets sur le repo local. Exactement, oui, il va récupérer les informations. Bah en fait, oui, non, en fait, si vous avez synchronisé les paquets machine, il va aussi directement récupérer avec le repo. C'est pour ça qu'il est préférable, comme le paquet machine est très léger, il est préférable de ne pas le cocher et du coup, oui, il va aller directement questionner le serveur et télécharger ensuite sur le repo. Le WAPT Store proposera-t-il les mêmes paquets pour macOS et Linux? Oui, bien entendu, ouais. Pour l'instant, c'est pas très clair au niveau de la vue, mais oui, ça va être. Vous aurez les options macOS, Linux et ça sera le même store et vous aurez également les paquets Linux et macOS. Ça, y a pas de souci là-dessus. Si on force l'installation vers la console, cela force juste en instantané pour les clients connectés. Si vous sélectionnez tous les clients, oui. C'est ça, oui. Ça force que pour les clients connectés. La synchro se fait à l'octet ou uniquement au paquet complet? Bah, il copie les fichiers. Hein. Concrètement, je peux vous montrer hein, si vous voulez. Sur ma vue petit. Si on fait un LL de OPT ou APT. Ici, on a repository. Et on retrouve WAPT. Et là, vous voyez, on a tous nos paquets qui sont copiés en fait. Voilà. Les clients qui étaient hors ligne lorsque vous contactez le serveur, ils vont lancer l'installation sans attendre le WAPT exit. De toute façon, il y a une... oui, il y a une... ça dépend comment vous le définissez dans votre agent. D'ailleurs, oui, en parlant de génération de l'agent, il faudra bien cocher utiliser les règles d'accès au dépôt pour que votre client... Il faudra régénérer un agent. De toute façon, vous allez générer avec un 8, mais il faudra bien cocher cette option si vous utilisez les repos distants pour que votre client considère le repo distant. Et ici, après, de toute façon, la synchronisation se fait automatiquement. En fait, le vérificateur de mise à jour se fait régulièrement par le client. Alors, je n'ai pas le délai en tête. Et du coup, au niveau du WAPT exit, tout est automatisé. Voilà. En fait, le WAPT exit, il exécute simplement. Et la mise à jour, lui, il télécharge les paquets. Et WAPT exit, il a déjà les paquets sur sa machine. Donc, même si c'est un itinérant, il aura le paquet sur sa machine. Et le WAPT exit pourra installer. Il n'aura même pas besoin de télécharger. Il l'aura déjà chez lui, quoi. J'espère que je saute pas de questions. Pourquoi est-il recommandé d'installer WAPT sur Linux au lieu de Windows? Au niveau du serveur, déjà c'est plus léger, il n'y a pas de licence à payer. Concrètement, c'est plus question pratique. Vous allez allouer beaucoup moins de performance à un serveur Linux qu'à un serveur Windows. Que ce soit au niveau processeur, RAM, etc. Donc c'est plutôt pour vos ESX pour les alléger, quoi. La stabilité. Là pour le coup j'ai pas répondu aux questions. Je peux aussi répondre aux questions que j'ai là. Ensuite, une option redémarrer les postes depuis la console est-elle prévue? Oui, ça c'est prévu. C'est peut-être même déjà déployé là. C'est prévu là pour le coup. Là je veux pas vous dire de bêtises. Et je vais répondre également aux questions qu'on nous avait posées. Pardon. Je vais également en parallèle répondre aux questions qu'on nous a posées avant le live. Parce que je réponds, en théorie j'étais censé répondre après à vos questions à vous. Donc WAPT est-il basé sur Python 3? Non, actuellement non. C'est une question qui s'est posée évidemment. C'est prévu. Pour le moment ça va pas. Il faut qu'on trouve une solution pour gérer les clients Windows XP. Puisque si on passe sous Python 3 exclusif, Windows XP ne seront plus compatibles. Donc il faut trouver une alternative, etc. Donc c'est ça qui va ralentir le déploiement, mais ça va se faire en tout cas. Alors, deuxième question, on a comment faire des paquets pour chaque plateforme et les s'intégrer au même serveur.
Bon, comme on l'a vu tout à l'heure, ça s'intègre de la même manière, c'est identique, c'est juste le paquet il sera étiqueté Linux, macOS, etc. Voilà, peut-on gérer plusieurs sites, donc plusieurs parcs avec WAPT? Oui, alors déjà de base, serveur WAPT, si vous avez un serveur WAPT et vous avez plusieurs sites, à partir du moment où vos sites communiquent, ça va fonctionner. C'est juste au niveau de la gestion des sites, c'est avantageux avec la 1.8. Maintenant que vous avez les dépôts distants, ça peut alléger les flux sur vos réseaux. Voilà, alors on a aussi comme question, peut-on gérer plusieurs... pardon, comment migrer de la 1.7 dernière version ou presque la dernière version à la 1.8? Ça sera comme une... c'est documenté, hein, mais concrètement c'est comme une mise à jour mineure de 1.7. Il y aura juste, attention, on a fait un disclaimer sur nos réseaux, il y a un changement d'emplacement des paquets et des mises à jour, etc. En gros, la localisation des fichiers WAPT change, donc il faut faire attention à ça si vous avez des points de montage, etc. C'est la seule précaution concrète, quoi. La procédure d'installation sous Linux, création de paquets, bon ça je vous ai montré, c'est un peu, c'est pareil. Procédure d'installation, ouais. Concrètement, comment dire, que dire de plus? C'est le même fonctionnement. Voilà, vous avez la console, vous déployez les paquets. Il n'y a pas de différence concrètement. Voilà, entre Linux et Windows. Peut-on gérer les drivers et les mises à jour BIOS avec WAPT? Concrètement, les constructeurs ne proposent pas ou très peu de solutions de déploiement silencieuse de leur BIOS et driver également. Et puis dans une question technique, il y a un haut risque de plantage de vos clients si jamais vous déployez à distance les mises à jour. Vous pouvez très bien, en déployant sur tout votre parc une mise à jour d'un driver, faire planter la machine, on n'est pas à l'abri. Donc c'est pas préconisé, c'est possible si les constructeurs prévoyaient le coup en tout cas. On demandait également, est-ce qu'une VM ou un conteneur était en vue? Donc c'est un peu deux questions là. Est-ce qu'une VM, j'avais une double question qui parlait de fichiers OVA ou OVF pour concrètement pour le déploiement rapide. Je pense que c'est la question. Déploiement rapide d'un serveur WAPT sur une infrastructure VMware. C'est pas prévu. Après, c'est quelque chose qui est possible. Hein. S'il y a une demande, ça pourrait être fait sans problème. Et la gestion des conteneurs. Donc ça, c'est pareil. Ça pourrait être prévu de builder une version Docker, par exemple, de WAPT. Pour le coup, c'est pas prévu, mais c'est faisable. Alors, oui, il y avait la question s'il y avait une évolution du droit self-service pour un utilisateur ou un administrateur. On l'a vu tout à l'heure, je vais vous remonter rapidement. Si vous êtes administrateur de votre poste et que vous lancez le self-service, hop, administrateur de sa machine, quand il lance le self-service, il verra tous les paquets WAPT sur le dépôt. Donc, ce qui lui permet d'installer ce qu'il veut. Et là, concrètement, la question c'était si un utilisateur est administrateur local. Nous, on considère que un utilisateur lambda n'est pas censé être administrateur de sa machine. Donc, actuellement, on le gère pas. C'est pas prévu dans les prochains, mais c'est possible, oui, c'est pas prévu dans les prochaines dans la roadmap actuelle, mais ça pourra très bien se faire sans trop de problèmes en tout cas. Ok, quel type de machine doit-on utiliser pour en faire un dépôt local piloté dans la console principale? Donc ça on l'a vu tout à l'heure, concrètement c'est n'importe quelle machine qui peut avoir un agent WAPT. Donc du coup ça j'avais répondu tout à l'heure, c'était par rapport à l'accès via internet de notre dépôt WAPT, donc je repose pas la question. Pareil pour le fonctionnement des mises à jour Windows.
J'en ai parlé tout à l'heure. Concrètement, on nous demande comment fonctionne le déploiement des mages. Si c'est le PC qui télécharge les mises à jour ou pas, non. Le PC, il informe juste le serveur de quelle mise à jour il a besoin. Ensuite, le serveur WAPT, lui, va télécharger la mise à jour. Il va la poser sur son dépôt et ensuite, n'importe quel client pourra demander cette mise à jour. Elle sera déjà téléchargée et positionnée sur le serveur WAPT. Ok. Et est-ce qu'il est possible d'exécuter WAPT hors domaine? C'est la dernière question que j'ai. Oui, totalement. C'était le comportement de base de WAPT. Donc vous pouvez totalement, et ça reste sécurisé dans le sens où il y a une gestion des certificats centralisée dans WAPT au niveau que ce soit serveur, client, etc. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc j'ai fini les questions qui ont été posées en amont. Est-ce que il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Pas mal. Je suis rendu. J'étais rendu où du coup? Parce qu'entre ce qui a été répondu, etc., c'est pas... Pour les BIOS, Dell fonctionne avec WAPT. Voilà, bah en plus on a des retours, c'est parfait ça. Et ça ne m'étonne pas, en fait, ça dépend vraiment que du constructeur, quoi. Ok. Quand est-ce que la version 1.8.1 sera disponible? C'est une bonne question, ça a été répondu. C'est déjà le cas normalement. Elle est déjà disponible, la 1.8.1. Donc n'hésitez pas à mettre à jour, il y a beaucoup de corrections de bugs. Ça pourrait être intéressant pour vous. Y aura-t-il un self-service pour Linux? Oui, je pense. Oui. Oui, ça va se faire. La version avec plus affinée des utilisateurs de la console. Oui, ça a beaucoup été demandé. Je sais même plus si c'est déployé ça ou pas encore. La gestion des droits, des ACL dans la console. Non. Ça va venir, je pense que c'est la prochaine feature qui arrive, la gestion des droits dans la console, pour que vos techniciens puissent juste déployer des paquets et pas avoir l'accès à tout, ou que vos devs puissent que dev des paquets et pas déployer, etc. Oui, ça c'est prévu en tout cas. Et ça va venir très prochainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un admin peut-il lancer le self-service? Oui, justement. C'est le but, en fait, c'est pour que vos utilisateurs puissent installer des paquets sans générer de demandes et qu'au lieu d'effectuer des demandes d'installation de paquets comme on peut avoir un administrateur système, on fasse simplement des demandes d'ajout dans le store self-service pour que votre direction ait accès directement à ce paquet et qu'ils puissent l'installer eux-mêmes quand ils en ont besoin et s'ils en ont besoin. Peut-on sauvegarder la configuration complète de notre serveur WAPT? Oui, il n'y a pas de raison. Après, vous pouvez faire un snapshot, vous pouvez faire des sauvegardes, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce possible dans un package de lancer un script bash ou PowerShell ou juste commande par commande? Oui, totalement, oui, c'est du script Python et vous pouvez... nous, on fournit des setup helpers. En gros, on prémage des commandes pour vous simplifier la vie. Par exemple, on a pour le déploiement d'un paquet, vous pouvez faire du run PowerShell. Donc ça run du PowerShell et ça fait un peu de gestion d'erreurs, etc. Du retour, ça vous donne le retour de la commande, etc. Et vous pouvez mettre ça tout à la suite avec des conditions. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est du scripting en fait. Donc vous pouvez même faire dans un paquet WAPT du bash, du script, du command line, du PowerShell, etc. Ce que vous voulez, ou même du Python, tout. Une fois l'agent installé, peut-on ne plus utiliser la GPO de déployer une CQ Bread? C'est ce qu'il faut faire concrètement. Oui, la GPO, elle vous sert principalement pour tous vos nouveaux clients. Concrètement, vous déployez un nouveau poste, le must c'est d'avoir par exemple un MDT, vous déployez le poste MDT, il va installer une version, vous pouvez mettre à jour, vous n'êtes pas obligé de mettre à jour chaque version, en fait il va préinstaller l'agent WAPT dans votre MDT ou pas du tout même, vous pouvez juste utiliser la GPO, une fois qu'il est déployé dans le domaine, etc. La GPO se lance, il installe l'agent tout seul. Donc vous faites le MDT, l'agent s'installe tout seul. Et encore plus loin avec la version Enterprise, je vais vous montrer, c'est intéressant. Avec la version Enterprise, si vous rangez votre PC dans l'OU Computer par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la gestion des groupes de paquets, vous pouvez dire
que vos clients, le groupe de paquets installe toute... comment? Ah, mais si, je suis dans la bonne scène. Pardon. Que vous pouvez dire que votre client installe tous vos logiciels métiers de base. Donc concrètement, vous pouvez dire, là j'ai 7-Zip. Donc notre client, il pourra le package de base 7-Zip, donc 7-Zip, ce que vous voulez, LibreOffice, Firefox. Concrètement, vous faites le MDT, bim, tout se déploie. Tout se déploie automatiquement. La community ne gère pas la gestion des OU, hein, pour la précision en tout cas. La version community. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? D'inciter, mais la fonctionnalité à venir de RMMM serait fait par Tranquillio ou par liaison avec un soft tiers. Qu'est-ce que veut dire RMM? Je suis désolé, j'ai peut-être raté quelque chose, je vois pas ce que ça veut dire RMM. Je n'ai rien fait dans mes updates pour la 1.8.1. Ah non, c'était une réponse, pardon. Un wall sur les dépôts distants. Un relais Wake on LAN. Bonne question. Après, il peut toujours pointer sur le serveur WAPT, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Comment peut-on faire un groupe de machines sans que les machines soient dans l'AD? Ah, bah, c'est pareil. C'est juste qu'il faudra poser manuellement le groupe de paquets. Donc vous faites un groupe de paquets. Lui, ça, c'est un groupe de paquets manuel. Ça, c'est un groupe de paquets OU, donc qui se base sur les OU. Donc l'idéal, c'est de poser des groupes de paquets dans des groupes d'OU. Mais concrètement, là, vous faites un nouveau groupe de paquets et vous mettez ce que vous voulez dedans. Et ensuite, une fois que c'est créé... Ah, autant pour moi, je vais encore rater la scène. Excusez-moi. Donc, là, oui. Là, vous créez un groupe de paquets, par exemple, test 2. Vous mettez Chrome. Et ensuite, vu que vous, en community, vous serez obligé d'aller sur le client et de poser le groupe de paquets. Celui qu'on vient de créer, test 2. Poser le groupe de paquets qui aura comme dépendance Chrome. Voilà. Donc comme community, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. C'est juste un peu plus... Ça vous fait une action de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Groupe de... Oui, ça c'est bon. Pour Linux, on peut déployer un paquet qui n'est pas dans les dépôts Linux, un targz, un deb par exemple. Qui n'est pas dans les dépôts Linux. Totalement, oui. Bah, VS Code, il n'est pas dans les dépôts Debian. Et c'est ce qu'on a déployé tout à l'heure. C'est un point .deb. Vous le déployez et vous pouvez le désinstaller, etc. Après, faire de la configuration. Vous pouvez tout faire, en fait. C'est du scripting Python. À quand la possibilité d'avoir un relais Wake on LAN sur les dépôts distants? Mais pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est pas forcément une fonction qu'on utilise beaucoup au quotidien, je ne crois pas. Donc j'avoue que je ne saurais pas vous dire. Sur les dépôts distants. Non, mais il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est fonctionnel, il n'y a rien de plus. Remote Management et Monitoring, qu'est-ce que c'est que... Est-ce que c'est un outil Microsoft peut-être? Je connais pas. Je peux peut-être aller rapidement voir ce que c'est. Tant pour moi, Remote... Ah oui, non, c'est un terme technique. Donc, je vais essayer de relire la question du coup. Excusez-moi. Où est-ce qu'elle est? Des identités, la fonctionnalité à venir de ce sera fait par tranquille avec un soft tiers. Vous voulez dire pour les mises à jour automatiques du dépôt? Pour pouvoir mettre à jour votre dépôt en live, je pense que c'est ça. Oui, potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait être ajouté. Ça viendra, oui. Après, c'est peut-être pas forcément dans la roadmap dans les prochaines choses qui vont être faites, mais oui, ça sera fait. Il y aura au moins une option, on pourra poser l'option plus tard. Mais c'est des bonnes, de toute façon, vous êtes force de proposition sur nos réseaux, sur le forum, etc. Sur la mailing list également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est possible d'appliquer des... Est-ce que j'ai raté quelque chose? J'ai installé la version 1.7, je n'ai plus besoin de faire un webget enable check certificate. Est-ce normal?
Je pense que oui. À confirmer, je pense qu'on va pouvoir vous répondre. Ça a sûrement été intégré pour le coup. Est-il possible d'appliquer des paquets par défaut durant l'installation du client en version Community? Oui. Là, du coup, non. Vous êtes obligé d'en être en entreprise pour que ça se fasse vraiment, le processus complet soit automatisé. Mais comme je l'ai montré, à partir du moment où vous avez laissé un paquet de base, vous pouvez juste positionner ce paquet de base ou même le faire en invite de commande depuis le client. Si jamais vous êtes déjà sur le client et vous n'avez pas envie forcément de repasser sur la console, il y a des possibilités. Voilà. Peut-on faire un groupe de paquets? Oui, totalement. En fait, c'est des dépendances, c'est le même fonctionnement qu'APT. Donc, en fait, si vous avez une dépendance d'un groupe de paquets dans une dépendance, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ben, en fait, ça fait tout un cycle et ça va toujours reprendre la première dépendance et ça va remonter et il n'y a aucun souci pour ça. Vous pouvez même vous tromper, entre guillemets, les mettre en double, il n'y aura pas de souci. Voilà. Non supervisé par un PC UC, espace disque disponible. Ah, faire du... Pardon, faire du... Comment on appelle ça? Faire du... Oui, du monitoring, ok. C'est une bonne question. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui pourront être implémentées, qui sont pas forcément prévues pour le moment, mais ça pourra être implémenté, oui. Totalement, c'est une bonne idée. Contrairement à ce qu'a dit Jimmy. Ok, autant pour moi, je me suis trompé. Je me suis trompé pour le Wacom LAN. Autant pour moi. Ok. Non, on n'a pas fait de démo Macintosh. C'est en bêta pour le moment, mais c'est le même fonctionnement que Linux, donc on a fait la démo Linux. Alors il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va être bon. On me dit dans l'oreillette que ça va être ok. Alors, je tenais à remercier tout le monde qui ont participé au live. S'il y avait des questions très intéressantes, merci à vous. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus. On se retrouve sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner puisque là, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment... On n'est pas allé dans le détail. On fera des vidéos YouTube plus spécifiques. Donc pour installer l'agent de A à Z, pour configurer votre dépôt distant, etc. Ça va venir sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Et pour ne pas le rater, vous pouvez éventuellement mettre la cloche sur YouTube. Voilà. Merci à tous et à très vite. À bientôt. Au revoir tout le monde.